très heureux de pouvoir vous proposer cette vidéo qui va permettre un petit peu de mettre l'accent sur la propriété de Gianpaolo, que nous suivons depuis beaucoup de temps aujourd'hui, avec qui j'avais déjà aussi beaucoup servi et commenté au Royal Monceau. Donc c'est un petit flight en Toscane que nous proposons pour découvrir évidemment cette belle propriété. Et certainement, en tout cas, s'il y a des Bordeaux lovers parmi vous, un relais intéressant de stimulation pour vos sens. C'est une drôle de connexion entre Toscane et Bordeaux. Gianpaolo, bienvenue ici. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir, évidemment, surtout de faire connaître à la tribu Chef-d'œuvre un petit peu ton histoire. On va commencer par le début, cette passion du vin. Tu nous l'as raconté quelques fois. Elle n'était pas là tout de suite, elle est arrivée un peu tard, mais oui. Raconte-nous ton histoire. Merci de m'avoir invité, merci d'être ici dans ce lieu que je découvre aujourd'hui. Notre lieu de plaisir, d'émotion. C'est très beau d'être ici, on respire un peu l'atmosphère. Mais mon histoire dans le vin, c'est une histoire un peu particulière. Disons, moi je viens du sud de l'Italie, je viens de Naples, une famille de tanneurs magiciens, qui ont fait une grosse erreur. Ils m'ont envoyé étudier chimie tannerie en France, en étant buveur de bière, et j'ai eu la chance de me trouver dans un bâtiment avec deux autres écoles, desquelles une école d'énologie. Et c'est toujours une histoire d'amour parce que c'était ma première copine, c'était une étudiante d'énologie. Et la première personne avec qui j'ai établi une belle relation, on avait le réfectoire ensemble, on mangeait tous ensemble, les étudiants. Donc on s'est trouvés à parler de vin et à parler de sa passion. Moi, je l'ai suivi dans presque tous les stages qu'elle faisait. Elle avait choisi Bordeaux. Et donc, elle m'a transmis un peu cette passion pour Bordeaux, pour les Cabernet, les Merlot. Et je l'ai suivi pendant plusieurs stages à Figeac, à Margaux, à La Tour, de taille, de travail dans la vigne, de travail dans la cave. Pendant les vacances scolaires, nous, on avait la possibilité d'aller faire des stages. Donc, moi, je ne faisais pas de stage de tannerie parce que j'avais déjà une tannerie de famille. J'allais faire des stages d'énologie avec elle, viticulture et énologie. Elle faisait un BTS Vitieno. Et donc Bordeaux, c'est devenu ma passion. Quand je suis rentré de l'école fin des années 80, j'ai commencé à former ma cave. Malheureusement, il n'y avait pas chef-d'œuvre à cette époque-là, donc je devais aller visiter les vinothèques de la ville de Naples qui ne m'avaient jamais vu et qui, c'était une époque où on pouvait encore acheter des grands vins à des prix accessibles. Et donc, toute la décennie des années 80 de Bordeaux, pour moi, c'est 82, 83, 5, 6, 8, 9, 10, c'est des vins qui, toujours, ils restent dans ma mémoire, dans mon cœur, et qui m'ont marqué énormément. Et je me suis passionné tellement en vin qu'un jour, c'était un tournant parce que j'avais 25 ans, je me suis dit, peut-être c'est le cas de choisir une vie différente de la vie de famille que j'avais avec mes cousins, mon oncle, la tannerie et tout. Et pourquoi pas le vin. Je cherchais à faire quelque chose en Italie et je me suis tout de suite adressé à la Toscane. C'était la région que je connaissais un peu au niveau campagne. J'adorais. La beauté des paysages d'abord. Les paysages hallucinants, merveilleux. Même si tu viens d'une ville de mer, aller à la campagne, dans la campagne toscane, est quelque chose de marquant, très très fort. Et je me suis rendu compte une fois que j'ai fait 2-3 voyages disons, de connaissances. Et j'ai vu que tous les domaines qui avaient la côte à cette époque-là, c'était des domaines qui étaient gérés par des gens qui venaient d'une autre vie, donc qui venaient d'une autre carrière. Donc je me suis dit, pourquoi pas, moi. Et alors j'ai dit, bon, je bouge en Toscane, je fais l'ouvrier, et je commence alors je reviens à ce que j'étais, les stages que je faisais en France, donc 4 ans presque, 4 ans et demi même, de travail dans 3 différents domaines. Et puis en 92, une grosse opportunité à côté d'un domaine où j'étais maître de chai,
Il y avait un domaine qui était en vente, était vendu par une banque. La propriété était d'un entrepreneur du bâtiment qui a été mêlé dans un scandale politique, une spécialité italienne, une spécialité italienne. Et il avait été arrêté, il avait eu plein de problèmes, donc la banque avait repris le domaine, il le revendait. Et il y a une loi, surtout à la campagne, tu as le droit d'achat si tu es voisin. Donc le domaine fut offert à mon chef. Moi, je travaillais pour eux, pour Castello de Rampolla. J'étais maître de chez. Et lui m'a proposé de partager, de prendre moi les bâtiments et les vignes autour des bâtiments, et eux les vignes à côté de chez eux. C'était le début de l'aventure. Je me suis trouvé avec une banque, je n'avais pas d'argent, donc j'ai pris une empreinte. J'ai pris tout le domaine, je l'ai partagé en 3 parties, 2 parties je les ai vendues et j'ai développé la partie centrale. 10 ans avec Chianti Classico, avec le support d'un énologue toscan qui s'appelle Carlo Ferrini, qui était un grand ami et qui m'a aidé au début, à quoi je dois vraiment beaucoup, parce que c'était vraiment mon mentor, celui qui m'a guidé au début dans ce métier. Et puis, petit à petit, de guider, j'ai commencé à conduire avec lui, et puis petit à petit, j'ai pris la conduite. Mais c'est normal, c'est un passage normal où tu commences en 2002, là, à peu près. Tu commences à prendre conscience de dire, là, je veux exprimer quelque chose de vraiment personnel. Et le début, c'était 10 ans dans l'appellation Chianti Classico, en espérant de pouvoir faire un Chianti Classico de haut niveau. Moi, je venais de Bordeaux, l'idée c'était de faire quelque chose dans l'appellation. Pour moi, l'appellation, c'était connexion avec un territoire, avec une histoire, avec tout. Donc, mais à l'époque, l'appellation n'était pas mûre pour un discours de ce genre-là. Qualitatif, parce que c'est vrai qu'on revient de très loin avec les Sangiovese de cette partie du cœur de Toscane à cette époque. Ça a changé pas mal maintenant, mais c'est quand même ce qui a un petit peu structuré ta pensée. L'amour de Bordeaux, on l'a compris. Tu saisis cette opportunité, tu débutes, mais après tu prends les rênes. Ta vision, c'est d'instaurer plus la présence des cépages bordelais, Cabernet Sauvignon et Merlot, dans ce paysage, à contre-courant évidemment de ce que les voisins pensent, mais plutôt... C'est quand même un drôle de contre-courant, je t'explique, parce que quand j'ai commencé à suivre un peu l'histoire de la viticulture en Toscane, le premier pas écrit, c'est un livre écrit par Pier Antonio Micheli, qui était le botaniste de Cosimo III des Medici. C'était en 1500. Et lui, il avait répertorié tous les cépages qui étaient présents en Toscane. Et lui, c'est celui qui a fait le jardin botanique de Florence. C'est quelqu'un qui était très pointu sur les végétales, sur les plantes. Et drôlement, lui, il avait fait des voyages à l'étranger pour amener des cépages en Italie, pour améliorer le vin du Chianti de Cosimo. Et il avait ramené 2 cépages bordelais qui s'appelaient Uva Francesa et Chiaretto Bordolese, qui étaient Cabernet Sauvignon et Merlot. Et l'Alicante Boucher, le Pinot Noir, la Syrah, il y avait presque tout à cette époque-là. Le Sangiovese, c'est arrivé, disons, la notoriété du Sangiovese à Chianti, ça date de 1700 avec les Ricasoli, le fameux assemblage du Chianti avec les cépages blancs, les Sangiovese et les Calaiolo. Mais avant, le Sangiovese c'était mélangé avec plein de cépages. Et d'ailleurs, moi, je reprends les mots d'un journaliste français qui est un grand ami aussi, qui est Michel Bétal, qui cette année m'a dit un jour, quand quelqu'un disait « Ah, vous faites des cépages bordelais en Toscane », et lui il s'est retourné, il a dit les cépages, ils n'ont pas de patrie. C'est la terre qui a la patrie, qui a une patrie. Les cépages, ils sont partout. Les Cabernets, ça a été utilisé par tout le monde. C'est pas parce que les Français, ils ont fait l'argent avec le Cabernet Sauvignon, c'est devenu français. Le Cabernet, c'est tout le monde. Et moi, je trouve qu'il y a une demeure en Toscane, surtout dans la vallée où on se trouve, sur le Cabernet Sauvignon et le Merlot, qui est extrêmement personnel.
personnaliser vraiment le goût, la terre, c'est des conditions totalement différentes de Bordeaux. On ne pourra jamais faire des vins comme Bordeaux, soit à conditions agricoles et météorologiques totalement différentes. Imagine que Bordeaux, ils sont au niveau de la mer, sur une viticulture de pays froids, atlantique. Et nous, on est à 350-400 mètres sur des schistes, pas sur des argilo-calcaires comme chez eux, et dans une viticulture de pays chauds, méditerranéenne. Donc, des conditions totalement différentes. Et on ne pourra jamais faire des vins similaires, mais on aura toujours une expression personnelle. Le cépage, pour moi, c'est un moyen pour exprimer un territoire. C'est pas une garantie de territorialité. C'est pas parce qu'on fait du Sangiovese qu'on est territorial en Toscane. Moi, je pense, j'ai une vision un peu plus ouverte par rapport à ça. Et donc, Cabernet et Merlot, ça a toujours été mon rêve. Quand j'ai relevé ce domaine, il n'y avait que du Sangiovese et du Canaiolo, un rouge. Et tous les blancs, je les ai surgreffés. Et le Sangiovese et le Canaiolo, dès que j'ai pu, après 4 ans, j'ai commencé à surgreffer du Merlot, à surgreffer du Cabernet Sauvignon, parce que je voulais les voir en action rapidement. Donc, plutôt que planter, attendre 7-8 ans pour avoir quelque chose, j'ai fait des essais de surgreffage. Et bon, pour moi, c'était les cépages les plus passionnants. Peut-être il m'a ramené à ma jeunesse. Alors aujourd'hui, la propriété a une certaine aura, elle a une surface bien établie, elle a un parcellaire très net, très carré. Je vous invite à aller voir un petit peu aussi le site de John Paola, elle est très très claire. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs qui a été faite sur ton site qui précise avec un peu en 3 dimensions. Par Pierre Laurent, spécialiste de 3D. Voilà, cette vidéo est assez saisissante, je vous invite à aller la voir. Toi, tu te projettes dans maintenant la Toscane, évidemment, que tu aimes et que tu défends, mais dans une construction de vin de demi voire longue garde. C'est clairement la promesse de Giorgio Primo, ton grand vin. Et puis derrière tu composes avec d'autres parcellaires pour évidemment ériger la Massa, qui est donc le vin qui sera à l'honneur dans ce coffret de février chez Chef d'Œuvre. On va parler de 2019, qui est une grande année, disons-le. Il faut souligner ça. 2016 a été incroyable dans la décennie. On aura certainement là un des masterpieces de... 2016, c'est plus... il faut attendre. Il faut attendre, vraiment un grand millésime. Mais 2019, grosse belle année. Raconte-nous un petit peu le climat. Mais 2019, c'était un millésime qui... disons, les vignes, ils ont eu une année difficile qui a été 2017. 2018, c'était le millésime qui a fait reprendre la vigne de quelque chose de fort qu'il a vécu en 2017. 19, c'était le millésime de renaissance, je pense, de tout. Ce qui est beau en 19, c'était que on a une belle concentration d'eau en début de saison, avant les printemps. Pour nous, c'est important. Nous, on a des terrains qui sont qui retiennent pas l'eau. Très caillouteux, très schisteux, des marnes, des schistes, du complexe très rocheux. Et donc, l'eau en début de saison, c'est très important parce que ça donne un peu d'énergie à la plante. Par contre, pendant le reste de la saison, fin printemps a été très chaud, pas beaucoup de précipitations, pas beaucoup d'eau. Et donc, des plantes qui ont travaillé, ils ne sont jamais arrêtés, ils n'ont jamais eu de blocage à l'été, mais c'était vraiment un travail dur. On n'a pas effeuillé de tout, on a protégé les raisins, on a essayé de ne pas ouvrir trop les terrains pour pas que la sécheresse arrive aux racines. Et heureusement, on a eu des bonnes pluies avant les vendanges, presque une trentaine, quarantaine de millimètres d'eau, une petite pluie au mois d'août, mais très peu, et qui nous a permis de pouvoir attaquer les merlots, qui c'est les plus précoces chez nous, bien, avec un peu de la plante qui a repris énergie. Puis il y a eu un tournant des vendanges, un tournant important parce que les Cabernet Sauvignon et les Sangiovese, qui avaient un peu souffert de la sécheresse, étaient un peu un ralentissement. Et il y a eu, après la récolte de Merlot, il y a eu presque 50 mm d'eau, qui est un gros volume,
qui d'un côté a fait peur à quelqu'un, d'un côté a fait plaisir à quelqu'un. Nous, on a adoré ça. Et on a pu récolter, on a pu donner au Cabernet, au Sangiovese, un peu plus de temps pour pouvoir bénéficier de cette eau et de rétablir un équilibre qui était vraiment limite à cause de la sécheresse d'été. Et donc, on a pu récolter des raisins d'énorme maturité. Et surtout, on a eu volume, on a eu quantité. Du volume. Et tu disais tout à l'heure, en extraction, c'était beaucoup plus facile. On pouvait aller jouer avec la matière, faire des tanins fins malgré le fait que vous ayez attendu comme ça. Tu n'avais jamais la sensation d'aller en surextraction. Quand tu as des cuves, nous on fait des cuves assez longues, des 30 jours même, entre la fermentation et la macération. La dernière partie, c'est très attentif. On reste presque tous les jours à goûter les cuves pour voir si tu commences à sentir un peu le goût de marc en fin de bouche, donc le marc se fatigue un peu, c'est le moment d'écouler. En 19, tu avais l'impression de pouvoir arriver à 60 jours. Oui, c'était un régime où les tanins avaient une classe naturelle, décidé d'être accompagné par Stéphane de Renoncourt il y a une dizaine d'années de mémoire. Quand tu fais la transition entre ta vision du départ et aujourd'hui le chemin que tu as, voilà, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce que tu as apporté, on va dire, la vision du vin de Stéphane, et qu'est-ce que toi tu recherches aujourd'hui en termes de construction de vin pour les années à venir, parce que c'est un goût personnel. L'histoire avec Stéphane, c'est une histoire très longue. On s'est connus en 96. D'accord. Dans une drôle de situation, lui il était à Merano, il représentait Canola Gaffelir. Et on s'est connus devant sa table. Lui, je lui parlais de mon domaine, je commençais. On avait été invités tous les deux par François Moss, dans une grande jury européenne, à faire une session de dégustation. Et tous les deux, on avait été, disons, embauchés par François. Parce qu'il nous avait contrôlé en dégustation, on nous avait dit, vous dégustez très bien, comme le noyau central du groupe, donc pourquoi pas faire partie. Et donc, on a commencé à se voir avec Stéphane, et le jour après qu'il était à Merano, il est allé à Verona, dans un restaurant, il a goûté mon vin, et il m'a envoyé une lettre pour me dire ça, et m'a invité à Bordeaux. Moi, une semaine après, j'étais à Bordeaux chez lui. J'ai visité Canola Gaffelir, il m'a fait faire des visites dans des autres domaines vraiment merveilleux qui m'ont marqué. Je me souviens, Tertre-Bœuf, Ozone, des rêves pour moi. J'étais dans un monde de rêves. Et notre amitié est née à ce moment-là. Et Stéphane a toujours été un conseiller. Moi, j'ai commencé ma carrière avec un œnologue italien à qui je dois beaucoup. C'était Carlo Ferlini, c'est celui qui m'a guidé un peu dans ce métier. Mais Stéphane était toujours quelqu'un avec qui je me confrontais, je me rapportais, je parlais avec lui, on discutait. Et des fois, quand on voyageait pour le grand jury, j'arrivais avec des échantillons, je disais qu'est-ce que t'en penses, Et lui, il a toujours été très discret parce que moi, j'avais un rapport avec quelqu'un d'autre. Et puis en 2007, tu sais, on a parlé l'autre fois, moi j'ai eu un passage, mon domaine a commencé en 92, de 92 à 2002, j'ai essayé d'être dans l'appellation Chianti Classico. En 2002, j'ai décidé de sortir et de prendre une voie tout seul, plutôt un de beaucoup. C'est toujours été ma philosophie. Et donc, en 2002, j'ai commencé à faire un effort pour me regarder dans un miroir et me dire est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire? Oh, c'est le cas de changer quelque chose. Et je me suis dit que c'était le cas de changer quelque chose. Donc j'ai changé les assemblages des vins, je me suis concentré sur les cépages que j'aimais plus, les Cabernet et les Merlot, dans mon premier vin, dans mon vin plus important. Et en 2007, quand j'ai décidé de me concentrer sur ces cépages, sur mon premier vin, j'ai trouvé que mon consultant de l'époque, il n'était pas d'accord avec mon choix. Il ne voulait pas que moi je prenais une voie moins typique, disons, de Toscane. Et alors à ce point-là, nos rues sont partagées. Et à ce point-là, en 2007, officiellement,
je me souviens, j'ai fait un coup de téléphone à Stéphane, et je lui ai dit que j'étais libre. Et lui, la semaine suivante, était à Massa, et on a commencé à travailler ensemble. Et je dois dire, tu me demandais tout à l'heure, l'apport est énorme. L'apport est énorme parce que Stéphane a une vision, a une sensibilité rare. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec son approche sur la vigne et sur le vin, et vraiment respectueux de la personnalité du vinificateur. C'est pas du tout un énologue d'abord, mais c'est pas une recette en fait. C'est pas un consultant qui vient pour te dire quoi faire. C'est un consultant qui vient pour te mettre en condition d'avoir devant toi des scénarios et que tu puisses choisir. Donc une évolution énorme du rapport avec la terre, le terrain, que nous on l'avait, mais on l'avait pas à ce point-là. La gestion de la plante, les vinifications, tout a été petit à petit quelque chose qui s'est formé sur nous, comme si c'était un vêtement sur mesure qui se construisait année après année. Et son collaborateur plus important qui travaille avec nous, c'est Julien Lavenu, qui désormais on déguste ensemble depuis 17 ans. On se comprend avec les yeux. Quand on fait des assemblages, on fait des essais, on se regarde dans les yeux et c'est déjà si je vais aimer ou je vais pas aimer cette voilà. Et c'est un conseil qui apporte énormément. Enthousiasme, tous mes travailleurs, maintenant on parle tous français, quand c'est arrivé personne ne parlait français, et attention aux détails, rigueur et précision, expression de chaque excellence, aucun compromis. Pour la crème quoi. La qualité et puis le choix c'est au vigneron de le faire, de dire je vais suivre, mais au moins l'approche, c'est ça. C'est vraiment rigueur, précision, attention aux détails extrêmes et croissance. Après année, on s'est trouvé avec des vignes qui étaient assez jeunes. Moi, j'ai commencé à replanter mes vignes à partir de 98. Donc, on a travaillé jusqu'à 97, 16, 17 avec des vieilles vignes qui étaient plantées à 2700 pieds par hectare avec des clones et des porte-greffes assez vigoureux. Donc, rien de la qualité. On devait combattre pour réduire la charge et des fois tu taillais très court et tu te trouvais avec des grappes énormes. C'est incroyable. Là. L'équilibre, c'était vraiment difficile à trouver. Et là, petit à petit, on a replanté tout. On a commencé à connaître ce patchwork. Nous, on est dans un endroit un peu complexe au niveau sol. C'est pas l'homogénéité, ça nous appartient pas. Oui, c'est ça. Pas du tout. C'est un mélange. Les Chianti classiques, c'est comme un œuf de 60 km pour 50 km de la largeur. Et il y a 3 macro-familles de sols. Disons, il y a une partie schisteuse qui vient du Val d'Arno, du nord-est. Il y a une partie de argile et marne qui vient de la partie sud des Siennes et une partie de sable limeux qui vient de la partie ouest de San Casciano. Tous ces 3 macrofamilles, pour un hasard, ils se rencontrent à Panzano. C'est le centre du Chianti classique. Et géologiquement, ça s'appelle désordre panzanese, parce qu'il y a vraiment de tout dedans. Et donc, tu te trouves à devoir avoir en face de toi une espèce de tableau avec 22 hectares en production, qui sont un mélange de tous ces 3 types de sols, intermixés entre eux. Donc vraiment une sorte de microchirurgie parcellaire à devoir exprimer toutes ces typologies. Et nous, on vinifie les merlots schistes et les merlots argile, les cabernets schistes, argile et calcaire, en fonction des sols, donc en prenant parcelle de parcelle. C'est un détail que les amateurs en France ou dans la tribu de chef-d'œuvre ne connaissent pas. L'impact des schistes sur les sensations de bouche dans les rouges, c'est la tension, la salivation, la fraîcheur. La graphite, la fraîcheur. Les graphites, le côté qu'on n'a pas, qui est donc aiguise un petit peu l'essence et qui fait une partie de la signature de tes vins dans le paysage toscan avec ces cépages qu'on connaît.
Et le schiste, c'est plutôt la droiture, la tension, la complexité au niveau minéral énorme. L'argile, c'est la rondeur, c'est la pulpe. La pulpe du fruit. Donc l'équation en fait de la massa, en général, si j'essaie de résumer un petit peu, il y a une quête de tension, salivation maximale, et évidemment ce relief schisteux qui va apporter le graphite, le fusain, des petites choses comme ça qui sont très... le crayon. Un peu coup de crayon, voilà, on appelle ça la mine de crayon, Olivier Poussier dira ça. Au contact d'un fruit assez juteux, pulpeux, sans hyperbole de maturité et un bois mesuré, parce qu'aujourd'hui, tu as une réflexion un peu différente de ce que tu fais aujourd'hui par rapport à ce que tu as eu fait. C'est vrai partout dans le monde et dans... On cherche toujours la prestation au début, exactement. l'impact, la puissance, et puis ça, on se rend compte que... L'esprit remplace un peu les muscles et on amène autre chose. Et pour terminer un petit peu cette interview, donc on a 2019, on a cette équation qu'on vient de comprendre. Les amateurs évidemment jugeront dans le flacon. Toi, tu as donc une gamme assez élargie. Tu refais évidemment des Sangiovese. C'est un petit peu. Et la masse, c'est quand même. Il y a une grande portion de Sangiovese, mais. Moi, c'est vraiment un projet. Un projet. Des fois, tu parles avec des gens et tu dis bon, tu fais des vins construits. Oui, dans ma tête, certainement. Les vins sont construits dans ma tête avant. Et la masse, c'est vraiment un projet. L'idée, c'était de... La masse, c'est notre vin du domaine. Parce qu'aux États-Unis, ils appelleraient des state wine. Et c'était un projet parce que je voulais vraiment transmettre un message du Sangiovese, mais de Sangiovese qui fait sourire. Pas un Sangiovese asséchant, tannique. Donc la partie Sangiovese qui est toujours majoritaire dans l'assemblage de la massa, c'est vinifié en dentelle vraiment, pas trop extractive. Des premiers tanins de fond de bouche, on arrête, on écoule. On garde uniquement la partie, la boule de fruits, on dit avec Steph, parce que c'est vraiment la partie minérale et la partie fruit du Sangiovese. Ça fait un vin un peu court. Parce que si tu ne pousses pas l'extraction, tu as toujours des vins qui s'arrêtent un peu à moitié bouche. Donc le Merlot et le Cabernet qui sont dans l'assemblage lui donnent un peu de résistance, la persistance allonge. Et un peu une touche d'Alicante Boucher qui est un cépage teinturier. Parce que quand tu vinifies un Sangiovese dans ces conditions comme ça, tu as des vins qui sont aussi un peu légers à couleur. Donc c'est un projet pour transmettre une sensation du Sangiovese avec la modernité et la joie d'un vin qui te fait saliver, mais avec la douceur, la rondeur. Clairement, Sangiovese, c'était une partie de Giorgio Primo qui est ma cuvée plus importante. Et en 2007, on a éliminé le Sangiovese dedans, donc on s'est trouvé à être un peu attaqué par les locaux, clairement, parce que on a enlevé le Sangiovese, un péché majeur de mon premier vin, et on a mis, mais ils n'ont pas compris qu'on lui a donné une visibilité majeure, et donc on s'est dit, il faut que de ce projet, la Massa, une côte, on doit la lever, et on doit faire un Sangiovese 100%, juste pour se laver le visage devant tout le monde qui nous accusait d'être des killers de Sangiovese. Et donc le Carla 6, Carla c'est ma fille, 6 c'est la vigne numéro 6. Chez nous on a des numéros, on n'a pas des noms de fantaisie, on a des chiffres, c'est plus facile. On est un domaine assez pragmatique, très basé sur la recherche et moins sur la tradition. Donc Carla 6 c'est un Sangiovese en pureté, 100%. Sur une parcelle, monoparcelle, un parcellaire, parcelle d'un hectare et demi de schiste gris et sable, pur schiste, et qui fait parler de notre façon d'interpréter le Sangiovese. Giorgio Primo, c'est ma passion, mon cœur pour La projection des vins du domaine, la maturité, c'est 10 ans pour un Giorgio ou... Oui, même plus. Même plus. Quand on goûte les 2008, là, en ce moment, là, une fois j'ai goûté les 2008, c'était absolument fou dans une soirée truffe et vin qui truffe, ici c'était fou. Grand vin de... 2008, c'était vraiment le début c'était un vin que j'avais fait. De la révolution. Oui, de la révolution, vraiment. Et 2009, c'est encore une splendide forme.
10, 12. Moi, je suis, moi en premier, surpris de la longévité de ces vins. J'y croyais dedans, dans mon cœur. J'y croyais, j'étais presque sûr que j'arrivais à faire les vins que je voulais. Mais tu sais, le changement de 2007, c'était vraiment ça. Je voyais les vins que je faisais à partir de 92, et je voyais que l'évolution, c'était pas celle que je souhaitais. Le Sangiovese, c'est quand tu l'extrais trop, tu le sèches, et surtout, ça a une tendance à aller sur le tertiaire très rapidement. Par rapport au Cabernet et Merlot, c'est vraiment la moitié du temps. Donc, tu avais un assemblage à 3, où tu avais comme une table qui perdait un pied. Ça tombait tout, en tout cas, parce que les Cabernet et les Merlot, il avait une évolution moins rapide. Et donc, je me suis retrouvé vraiment en 2006 à me dire, est-ce que tu aimes ce que tu es en train de faire? Parce que c'est des vins que tu aimes boire ou pas? Et les scores, les guides, on avait des succès énormes. Mais moi, et quand j'ai parlé avec mon consultant à l'époque, il m'a dit, mais t'es fou. On est au top dans tous les guides, tu veux changer tout. Et oui, parce que je suis pas content de ce que je suis en train de faire. Parce qu'il faut incarner ce qu'on fait. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin de cette petite interview. Évidemment, il aurait fallu des heures pour raconter un petit peu tout ce qui passionne Gianpaolo. Vous aurez évidemment l'occasion de lire beaucoup plus de belles choses sur le site du domaine, mais d'aller aussi peut-être, si vous avez la chance, voir ces paysages toscans qui accueillent évidemment la Fattoria. On vous attend tous. Merci beaucoup de cette interview. Écoute, on est évidemment tes meilleurs ambassadeurs pour ce vin maison qui est la Massa, mais aussi les autres qu'on aura encore une fois le plaisir de servir dans différentes soirées chefs-d'œuvre. Sur ces mots, merci de votre attention et bonne continuation à tous. Belle dégustation surtout. Merci à tous.